Bonsoir et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité. Le Soudan du Sud nous intéresse ce soir. Le rebelle Riek Machar est redevenu vice-président. Nous allons en parler avec Mamadou Diouf qui est déjà avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le dirigeant rebelle du Soudan du Sud, Riek Machar, est redevenu samedi à Juba premier vice-président conformément à un accord de paix conclu en 2018, relançant les espoirs de paix dans ce jeune pays ravagé par la guerre depuis 6 ans. Je jure d'être fidèle à la République du Soudan du Sud, a déclaré lors de sa prestation de serment Monsieur Machar devant un parterre de diplomates et de représentants des pays voisins, dont le dirigeant du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan. Mamadou Diouf, on dirait simplement qu'on prend les mêmes et on recommence. En tout cas, on peut dire et de trois. Puisque, curieusement, c'est la troisième fois qu'il est en train de prêter serment comme vice-président du Soudan. Espérons simplement que cette fois-ci, même si on a pris les mêmes et on va recommencer, ils ont compris qu'il n'y a pas de quoi continuer cette guerre. Ils ont compris que la solution militaire n'est pas possible. Ils ont surtout compris que le Soudan du Sud, un pays qui est né, à la limite, le dernier pays en Afrique, né de la guerre et qui veut passer toute sa vie à faire la guerre, ils ont peut-être compris que ça ne tient plus. Il va falloir revoir les choses et véritablement aller de l'avant, surtout pour l'intérêt des populations du Sud-Soudan. Alors, en même temps, est-ce que vous partagez l'optimisme affiché de part et d'autre pour un retour à la paix? Je ne le partage pas parce que à chaque fois qu'il y a eu des négociations, quand on regarde dans le fond, il y a un problème de partage du gâteau. Puisque tous les deux étaient là avec le chef rebelle qui était le leader de cette lutte pour le Soudan du Sud, John Garang, qui n'est plus là. Et depuis que John Garang est parti, il y a eu cette querelle de leadership entre les deux hommes, une querelle de leadership qui passe avant tout le reste, malheureusement. Et à chaque fois qu'il y a des accords, on le sent, il faut se répartir le gouvernement. Il y a la discussion sur les régions. Salva Kiir a voulu en créer 32 dans un jeu dangereux parce que derrière ce conflit, il se cache également un conflit ethnique. Et en voulant créer les 32 régions, le découpage qu'il avait pris, lui, il fait partie d'un des groupes ethniques. Il avait découpé de sorte que ce groupe se retrouve avec les parties les plus intéressantes du Soudan, en particulier les zones où on trouve du pétrole. Et ça fait partie de ce que Salva Kiir Riek Machar avait contesté en disant que non, on retourne à 10 régions, pas à 32 régions, on n'a pas besoin d'émietter le pays. C'est vrai qu'il y a une discussion sur du découpage administratif, mais derrière, il y a un jeu d'intérêt, chacun a des gens derrière lui et chacun veut satisfaire également la troupe qui se trouve derrière. Est-ce que toutes les questions qui fâchent ont été résolues? Non, toutes les questions n'ont pas été résolues. De façon générale, cette question, il y a eu entente. Même dans l'entente, il y a une question qui reste parce que, en acceptant de réduire le nombre de régions, Salva Kiir a sorti autre chose en disant qu'il va créer 3 régions administratives. Et le même problème revient parce que ces 3 régions administratives se trouvent dans la zone qui est toujours la zone pétrolifère. Donc le problème n'est pas résolu dans le fond, mais puisqu'il voulait en faire 32, il a accepté les 30 plus 3. Il y a eu la pression internationale pour amener les deux également à devoir accepter. Il y a une question sur laquelle il y a une entente, mais qui n'est pas réglée concrètement. C'est le fait de refaire une armée nationale unifiée. Puisqu'actuellement, Salva Kiir a son armée, Riek Machar a son armée. Il y a également la question de la sécurité de Riek Machar qui a toujours fait échouer les retours de Riek Machar à Juba. Parce qu'à chaque fois qu'il venait, il venait avec ses troupes et ça se traduisait à chaque fois par un affrontement entre ses troupes et les troupes de Salva Kiir. Cette fois-ci, la résolution, c'est qu'ils viennent sans ses troupes et c'est aux troupes de Salva Kiir d'assurer sa sécurité sous la surveillance des forces des Nations Unies qui sont déjà sur place. Donc, il y a des choses qui ne sont pas véritablement réglées. Il y a d'autres questions, ils se sont entendus pour mettre en place le gouvernement et continuer la discussion pour régler ces problèmes. Parce que l'Union africaine, l'IGAD et l'Organisation des Nations Unies faisaient pression en leur disant les accords datent de 2018, on ne peut pas continuer indéfiniment à discuter, il faut aller dans le sens d'appliquer les accords. Est-ce que la question de la formation du gouvernement est épineuse? Elle ne sera pas aussi épineuse puisque
c'est plutôt la question de la vice-présidence qui avait souvent posé problème, parce que c'est là-bas où il y a véritablement le partage du pouvoir. Puisque si on arrive au niveau des postes de ministre, quel que soit le poste qu'on va donner à un ministre, il sera sous la responsabilité du président de la République. Donc à chaque fois qu'il a fallu discuter, à un certain moment, Riek Machar ne voulait plus, plutôt Salva Kiir ne voulait plus voir Riek Machar à côté de lui pour le partage du pouvoir. Même cette fois-ci, il y a de la comédie parce que Machar est le premier vice-président, mais il y a 4 autres vice-présidents. Mais un pays avec 5 vice-présidents, on l'a vu où? Ça montre qu'il y a cet aspect partage du gâteau qui est là. On lui donne une vice-présidence, mais on va créer également une autre vice-présidence pour réduire une partie de ses prérogatives, remettre à quelqu'un qui va être plutôt du côté de Salva Kiir. On a même donné un des postes de vice-présidente, je dirais, à la veuve de John Garang, dont je parlais tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on fait un trait sur tous les crimes qui ont été commis dans ce pays depuis son indépendance? En tout cas, Human Rights Watch et International Crisis Group disent niet. Il y a eu 380 000 morts, il y a eu 4 millions de personnes déplacées. Le Soudan du Sud a connu une crise humanitaire extraordinaire pendant 6 ans. En tout cas, ces 2 organisations des droits de l'homme disent catégoriquement niet. Elles disent qu'il faut que, dans le processus, qu'on prenne en charge également cet aspect, la question des droits de l'homme, les viols, même les enfants, parce que l'UNICEF également se mêle à la chose en disant qu'il faut régler cette question. Il y a beaucoup d'enfants au niveau des groupes armés de part et d'autre. Et quand l'UNICEF avait fait ses enquêtes, le problème c'est qu'avec la pauvreté, avec la crise humanitaire, les enfants acceptaient d'être enrôlés, les parents également acceptaient, parce que l'enfant avait un salaire à la fin du mois qui lui permettait de se nourrir et de nourrir sa famille. Donc ces organismes, de façon générale, disent que oui, il faut faire la paix, mais il ne faut pas tout simplement dire que la paix est revenue, on a signé un accord, on oublie complètement toute la catastrophe qu'a été cette guerre pendant 6 ans. Et la question du désarmement est-elle résolue? Elle n'est pas résolue puisque cette fois, on ne l'a pas mis devant. Parce que les autres fois, ça fait partie de ce qui créait problème. Parce que Riek Machar, en particulier, ne faisait pas confiance à l'armée de Salva Kiir pour assurer sa protection. Donc, quand on disait désarmement, il disait non, parce que c'était désarmer ces gens. Bien que vous avez du côté de Machar des gens qui étaient dans l'armée, qui sont des Noirs, comme lui, parce que c'est ça le côté ethnique dont je parle. Donc, ces gens, ceux qui étaient dans l'armée, les remettre dans l'armée ne pose pas véritablement problème. C'est parce que dans l'accord, on parle de refaire cette armée de façon unifiée. Mais comme après toutes ces guerres civiles, le gros problème, ça va être toutes ces troupes qu'on a enrôlées, parce qu'il y a la guerre, qui ne sont pas effectivement des militaires. Comment remettre tous ces gens-là dans l'armée? Et c'est là où certainement le problème du désarmement, comme ils le disent, désengagement, etc., voire même réinsertion, reconversion, va se poser pour toutes ces personnes qui ont pris les armes. Est-ce qu'actuellement, les armes ne crépitent plus nulle part au Soudan du Sud? Non, actuellement, entre Riek Machar et Salva Kiir, il n'y a présentement pas de guerre. Bien que ce n'étaient pas les seuls groupes avec qui il y avait problème. Mais au moins, entre les deux, cette question avait été réglée, puisque la pression des Nations Unies, de l'OUA et de l'IGAD, c'était également sur cette question. On ne pouvait pas négocier, mettre en place un gouvernement pendant que les gens se tirent dessus. Et c'est pourquoi même Salva Kiir est allé cette fois-ci, plutôt Riek Machar est allé à Djouba, sans pour autant y partir, y aller avec son armée. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait négociation, il disait non, puisque le cessez-le-feu n'était pas très clair, il préférait avoir ses propres troupes pour le protéger que d'être même protégé par les forces de l'Union africaine qui sont sur place. Alors, l'autre question, c'est qu'on aura un gouvernement de 35 minutes, 4 vice-présidents, un chef d'État, un vice-président, plusieurs autres postes à se partager. Le Soudan a-t-il les ressources nécessaires pour? Bien sûr que le Soudan n'a pas ses ressources. 11 millions de personnes, 35 ministres. Les Français font combien? 6 fois plus. Est-ce qu'ils ont 20 ministres? Les Japonais sont combien? En fait, c'est l'éternel partage du gâteau, comme on le dit, à force de vouloir satisfaire tout le monde. Pas seulement les gens de Salva Kiir et les gens de Riek Machar, mais les autres groupes également armés dont je parlais tout à l'heure et l'opposition. On a créé, comme d'habitude, des portefeuilles ministériels qui
qui en réalité ne valent même pas un véritable département à l'intérieur d'un ministère, mais il faut que la personne porte le titre de ministre. Et c'est presque irresponsable, parce que quand on prend le PNUD et l'indice de développement humain, mais quand vous regardez ce qui se passe au Soudan du Sud, c'est la catastrophe. Ils sont 186e sur 189 États. 82% de la population est en train de vivre en dessous du seuil de la pauvreté. Est-ce que dans un tel pays, on a besoin de 35 ministres? La réponse est clairement non. Que dit-on du retour des déplacés? La question n'a pas encore été totalement évoquée, puisqu'elle sera beaucoup plus compliquée, puisqu'il y en a qui sont partis depuis fort longtemps, il y en a qui sont à l'intérieur du pays, mais il y a également des réfugiés, il y en a qui ont traversé la frontière. Certainement, ça, avec la HCR, il y a un travail qui va être fait, parce que c'est la HCR qui s'occupe d'une bonne partie de ces populations et qui tire toujours, tire la sonnette d'alarme pour dire aux gens, il faut arrêter la guerre, parce que tant qu'on n'arrêtera pas la guerre, la crise humanitaire va continuer. Certainement, avec la HCR, il va falloir travailler pour un retour de ces Soudanais du Sud déplacés ou qui ont quitté le pays. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous passons à la pause et juste après, on va recevoir l'invité de ce jour.